Merci, bonjour à tout le monde. Donc, Nathalie Jauvin, je suis chercheure d'établissement au C3S de la Vieille Capitale, qui est un centre affilié à l'Université Laval. Je suis chercheure à l'équipe RIPOST, qui est recherche sur les interrelations personnelles, organisationnelles et sociales du travail. Alors, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est ma première expérience de webinaire, de webconférence. Alors, je nous souhaite à tous que tout se déroule très bien. Je devais être avec Charles Gagné, qui est conseiller en valorisation à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité au travail. Pour des raisons techniques, c'était difficile de nous avoir tous les deux à distance comme ça, via le webinaire. Alors, Charles a préparé avec moi la conférence, bien sûr. Maintenant, j'ai peu de temps pour vous présenter en fait quelque chose qui s'est installé sur une dizaine d'années. Je vais vous présenter essentiellement l'outil web que nous avons développé pour la prévention de la violence interpersonnelle au travail. Mais d'abord, je dois quand même remettre en contexte un petit peu le travail qu'on a fait. D'abord, qu'est-ce que c'est la violence au travail? Je vais vous en dire quelques mots. Ensuite, le développement des interventions que nous avons menées en milieu correctionnel québécois, parce que tout ce projet-là est issu d'une vaste recherche que nous avons développée sur une dizaine d'années en milieu correctionnel québécois. Donc, c'est important de le remettre un petit peu en perspective. Donc, je vais vous présenter l'outil, puis on aura une petite période ensuite pour parler d'application, des suites et bien sûr de répondre à vos questions. Alors, quelques mots sur la violence au travail. En fait, je vais vous parler de violence au travail de façon plus globale. Bien sûr, au Québec, on parle beaucoup de harcèlement psychologique au travail. C'est important de faire une distinction, c'est-à-dire que je ne parlais pas seulement du harcèlement parce que le terme violence au travail, violence interpersonnelle au travail inclut davantage de comportements et moins de spécifications que le harcèlement psychologique comme tel. Donc, je vais parler de violence au travail qui inclut le harcèlement psychologique, mais qui inclut aussi d'autres comportements qui ne feraient pas nécessairement partie, ou qui ne pourraient pas nécessairement être reconnus au sens de la loi. Donc, c'est important de vous le dire, de vous le préciser. Donc, je peux utiliser les deux termes, harcèlement et violence, mais essentiellement, le terme violence interpersonnelle au travail est plus inclusif. Alors, j'imagine que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes conscient que le phénomène existe, et qu'il a des conséquences. Par exemple, dans une étude qui a été rendue publique en 2011, vous avez certainement vu ces résultats-là passer, ou probablement vu ces résultats-là passer, les résultats de l'écotest qui ont été largement publicisés. C'était des données qui avaient été colligées quelques années plus tôt, autour de 2008, mais on évaluait chez les travailleurs québécois, plusieurs travailleurs québécois, un nombre important, quels étaient ceux qui avaient été exposés ou qui se disaient avoir été exposés au harcèlement psychologique, au harcèlement sexuel et à la violence physique. On constate sur la diapositive ici que 15% des travailleurs québécois déclaraient avoir été exposés à du harcèlement psychologique. Alors, c'est quand même un taux élevé, donc ça nous indique bien que c'est un phénomène qui existe et sur lequel il est important de travailler. On voit par ailleurs des taux de harcèlement sexuel et de violence physique qui sont également présents. Mais le harcèlement psychologique est un phénomène particulièrement présent. Est-ce qu'il a des impacts? J'imagine aussi que vous avez eu vent de personnes qui ont été exposées à du harcèlement psychologique et effectivement qui ont eu des impacts. Ici, on peut voir, toujours selon la même étude, on a essayé d'étudier, finalement, d'évaluer quels étaient les problèmes de santé chez les travailleurs québécois qui avaient vécu du harcèlement psychologique. Et on les a comparés avec ceux qui ne déclaraient pas en avoir vécu. Alors, c'est important de voir la distinction ici. Si on regarde, par exemple, les gens qui sont exposés à la détresse psychologique, au harcèlement psychologique, 36,5% déclaraient vivre de la détresse psychologique, avaient des symptômes de détresse psychologique, 19,8% des symptômes dépressifs, des consommations de psychotropes plus élevées également que ceux qui n'étaient pas exposés au harcèlement psychologique et des troubles musculo-squelettiques. Alors, vous voyez clairement qu'il y a des impacts au fait d'être exposé à la violence psychologique, donc plus largement au comportement de violence au travail. Donc, on a de plus en plus d'indications sur l'importance du phénomène et l'importance aussi d'avoir des modalités pour prévenir.
Alors, c'est seulement quelques données. Évidemment, je ne peux pas faire aujourd'hui un très long débat sur ces questions-là, mais vient aussi une obligation au Québec pour les organisations de mettre en place les conditions pour prévenir la violence au travail ou le harcèlement psychologique. Alors maintenant, via la Commission des normes du travail, on a une obligation comme employeur de protéger les salariés. Par exemple, l'article 81.19 dit « Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique ». Donc, cela veut dire que l'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler de prévention et d'un outil de prévention. Alors, c'est comme si nous participions comme chercheurs et comme institution et comme l'IRSST, par exemple, à produire des outils dorénavant pour les milieux de travail. Alors, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un lien aussi, donc, avec les obligations qu'il y a. Au niveau des recherches, est-ce qu'on en connaît un petit peu plus sur les modalités de prévention? En fait, la littérature nous apprend que on connaît beaucoup plus dorénavant le phénomène de violence au travail, de harcèlement, qu'il y a une recrudescence de matériel. Bien sûr, vous pouvez trouver maintenant des guides, il y en a beaucoup en anglais, mais il y a de plus en plus de guides, d'outils, de façons de mettre en place des modalités de prévention, par exemple, de comment élaborer un protocole, un programme, des mesures. Alors, bien sûr, de plus en plus, donc, on a ces documents-là qui nous sont disponibles. Par ailleurs, il y a très peu de connaissances scientifiques sur l'utilité et encore moins sur l'efficacité des moyens mis en œuvre. Donc, ce qui peut se produire, c'est que certains milieux vont intervenir en utilisant des outils qu'ils ont bâtis, en utilisant des outils desquels ils s'inspirent, qui existent déjà, mais on ne sait pas si les interventions qui sont choisies sont les bonnes, sont les interventions appropriées dans les circonstances. Je vous donne un exemple très concret. En milieu correctionnel, nous avions la chance d'être là pour faire une démarche de recherche élaborée. On a questionné, avant de commencer à développer un outil, on a pris des mesures auprès des travailleurs, on a fait des questionnaires, puis on leur a notamment demandé s'il y avait des outils de prévention de la violence au travail, si leur organisation avait des instruments pour prévenir. Alors, dans les faits, le milieu correctionnel québécois avait déjà, même avant la loi, des mesures qui permettaient de prévenir la violence. Il y avait déjà des modalités de bien inscrites et donc un programme de prévention. Cela dit, 90% donc des travailleurs environ nous disaient qu'ils connaissaient les mesures, effectivement qu'il y en avait. Heureusement, nous avons posé une seconde question qui était « Est-ce que vous utiliseriez ces mesures-là » Et là, la réponse était un petit peu inquiétante, c'est-à-dire qu'environ 15% des travailleurs disaient qu'ils les utiliseraient même un peu moins. Donc, ici, on a un problème. Il y a un outil, mais les gens ne l'utilisent pas. Alors, je disais donc qu'en milieu correctionnel, ce qu'on a réussi à comprendre, c'est que les travailleurs ne faisaient pas confiance à la politique parce qu'ils devaient dénoncer des collègues et qu'aller dénoncer les collègues dans le cadre de leur politique, c'était quelque chose qui était très, très complexe à faire et qui pouvait causer des problèmes plus grands encore. Alors, voilà donc l'importance d'ajuster les interventions à des modalités qui peuvent fonctionner dans le milieu de travail. Alors, voici l'objectif de la démarche de prévention que nous avons élaborée en milieu correctionnel. Nous voulions en partie donc combler la lacune des connaissances sur la réduction de la violence interpersonnelle au travail, donc décrire le processus de développement et d'implantation de l'intervention et évaluer les effets de l'intervention sur les pratiques organisationnelles et la prévalence de violences interpersonnelles au travail. Notre objectif était en fait de trouver les meilleures interventions qui pouvaient modifier certaines contraintes organisationnelles et participer à la réduction de la violence. Donc, ce qu'on voulait identifier, c'est sur quelles contraintes organisationnelles nous pouvions travailler pour réduire la violence interpersonnelle au travail. Parce que ce que nous avons découvert, dans le fond, en recherche, c'est que l'intervention sur la prévention de la violence au travail n'était pas tant pertinente quand on faisait de l'intervention sur les individus qui vivaient ou qui faisaient de la violence.
Donc, l'intervention de personne en personne ou sur le bourreau ou sur les victimes n'était pas particulièrement efficace et intéressante. C'est par ailleurs ce qui se fait beaucoup dans les milieux de travail. Donc, notre intervention était plutôt pour modifier les contraintes organisationnelles dans les milieux de travail. Alors, le développement des interventions que nous avons réalisées rapidement, c'est que nous avons mis en place une démarche paritaire et innovante qui était issue des préoccupations face à l'importance croissante de l'absentéisme pour des problèmes de santé mentale. Le milieu, de façon paritaire, est venu nous voir pour nous dire qu'il y avait des problèmes importants d'absentéisme notamment et de lésions professionnelles. Et on a aussi vu qu'il y avait des problèmes au niveau des rapports interpersonnels. Alors, la mission commune de façon paritaire du syndicat et de l'employeur était d'améliorer la santé et les rapports sociaux chez les travailleurs correctionnels québécois. Alors, ce qu'on a fait, je vous ai dit, le projet de recherche a duré sur à peu près 10 ans. Donc, en toute bonne recherche, on a fait un relevé de la littérature. Il y a un volet quantitatif par questionnaire qui a eu lieu. Ensuite, il y a eu un volet qualitatif où il y a eu de nombreuses entrevues. 132 personnes ont participé, 132 travailleurs, agents correctionnels ont participé. Et ensuite, le volet intervention évaluative. C'est de ça dont il va être question. Donc, on a vraiment eu le temps d'étudier correctement le milieu pour mettre en place les interventions appropriées en fonction des besoins du milieu en question. Alors, ce que nous avons cherché, c'est de développer des interventions préventives qui étaient principalement centrées sur l'organisation, comme je vous ai dit, parce que l'organisation les facteurs de l'organisation étaient particulièrement importants. Le modèle d'intervention privilégié par Riposte et ses partenaires, c'était la prévention primaire en partenariat, et vous allez voir que ça revient tout à fait dans l'outil. Alors, en termes de recherche, on a des modèles qu'on utilise, notamment les modèles de Karasek et Sigrist, où on regarde plus particulièrement les contraintes psychosociales au travail. Donc, ce qu'on a cherché à regarder, par exemple, c'est la demande psychologique au travail, la latitude décisionnelle, ou on va l'appeler aussi l'autonomie décisionnelle, le soutien social, la reconnaissance. On regarde ces 4 facteurs-là et finalement, s'il y a un impact sur la santé et sur les rapports sociaux. Alors, on cherchait finalement à étudier l'impact de ces 4 dimensions-là du travail, de ces 4 contraintes psychosociales-là du travail, pour évaluer si, par rapport à l'outil web, au développement d'un outil, par exemple, qui est devenu un outil web, s'il y avait un impact sur le développement des rapports sociaux. Grosso modo, le modèle d'intervention, je ne le regarderai pas en détail, mais se fait en 5 phases. C'est-à-dire qu'au tout début de toute intervention, ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher l'engagement du milieu et on ne procédera jamais à une intervention si on ne veut pas d'abord chercher l'engagement qui est fondamental, l'engagement de tous les acteurs. Donc, c'est très important de le dire. La première étape, donc l'engagement du milieu. La deuxième étape, c'est l'identification des facteurs de risque au travail. Alors encore ici, c'est un grand travail d'aller vraiment aller chercher les dimensions qui sont à l'origine de la violence au travail ou du harcèlement, ici en particulier. Et ensuite, on passe à l'action. Donc après s'être engagé, après avoir fait le portrait, on passe à l'action, on élabore un plan d'action, la troisième étape, on implante les mesures et on évalue les effets. On va le revoir dans l'outil web tout à l'heure, mais c'était vraiment un modèle qui était à la base de ce qu'on a fait. Chez les agents correctionnels, rapidement, le projet était divisé ainsi. Il y avait un comité aviseur paritaire. En fait, toutes les structures étaient paritaires. Il y avait un comité aviseur paritaire avec les gens de la recherche, mais aussi les autorités ministérielles et le syndicat. Il y avait un groupe de coordination qui était plus particulièrement impliqué dans l'implantation des mesures et 3 groupes, 3 établissements où il y avait des mesures qui ont été mises en place. Donc, sur 18 centres potentiellement, 3 ont été choisis, un petit, un moyen et un grand, pour voir la variété des mesures qui pouvaient être mises en place également. Alors, donc, il y a eu 3 projets pilotes dans 3 établissements québécois sur lesquels on a basé ensuite les interventions et le modèle d'implantation d'intervention du plan de prévention qui a été élaboré.
Est-ce que ça a donné quelque chose, finalement, les interventions qui ont été mises en place dans le cadre de ce projet-là? La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a eu des changements très intéressants, particulièrement au niveau des rapports sociaux. Et c'est à cause de ces changements-là, finalement, que le milieu, de façon paritaire, les milieux même provinciaux, nous ont demandé d'essayer d'implanter ou d'essayer de leur donner les mêmes outils pour être capable d'implanter des mesures de prévention du harcèlement ou de la violence dans les milieux de travail. Alors, si on regarde, par exemple, au niveau de l'évolution des rapports sociaux, avec les supérieurs, c'est bien important d'insister sur le fait que ce sont les supérieurs, dans les centres expérimentaux. Alors, si on regarde ce qui s'est passé entre 2004 et 2009, il y avait une augmentation importante du soutien social de la part des supérieurs. Donc, avant l'intervention et après l'intervention, la partie assurée étant après l'intervention. Il y a eu aussi une diminution significative du harcèlement psychologique qui est passé de 38 à 30. Effectivement, les taux étaient élevés avant. C'est un milieu particulier, milieu correctionnel, où il y avait des tensions importantes au niveau des rapports sociaux. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a eu une baisse importante. Au niveau de l'intimidation également, on a vu une baisse très importante, et cela, c'est l'intimidation dont ils jugeaient être victimes de la part des supérieurs. Alors, ça, c'est pour les groupes où il y a eu les 3 groupes où il y a eu des interventions, où on a appliqué finalement notre modèle. Si on regarde la même chose, l'évolution des rapports sociaux avec les supérieurs, mais c'est les centres témoins où il n'y a pas eu d'intervention. Et là, on voit finalement que la situation ne s'est pas améliorée de façon significative. Alors, c'est pour vous montrer que finalement, l'intervention qui avait été mise en place a eu un effet très positif. Si on regarde l'évolution des rapports avec les collègues maintenant, on voit que les interventions qui ont été mises en place ont eu un impact intéressant, particulièrement au niveau du soutien social. En fait, vous pouvez constater que le soutien social s'est amélioré de la part des collègues, qui est passé de 33 à 44%. Donc, un rapport particulièrement intéressant et au niveau de l'amélioration de la situation. Ici, si on regarde chez les groupes où il n'y avait pas eu d'intervention, donc chez les témoins, les centres où il n'y a pas eu l'intervention de mise en place, il n'y a pas de changement significatif qui se sont déroulés entre une période et l'autre. Alors, globalement, on peut voir ainsi la situation. On reprend nos 4 facteurs psychosociaux, la demande psychologique, la latitude décisionnelle, le soutien social et la reconnaissance, les facteurs qu'on observait notamment. Ce qu'on a vu entre une période et l'autre, avant et après, la demande psychologique a augmenté. On n'a pas réussi à faire d'interventions qui ont agi sur la demande psychologique. Objectivement, dans les faits, la demande psychologique a été augmentée avec le temps. Au niveau de l'autonomie, de la latitude décisionnelle, ce ne sont pas des métiers où il y a beaucoup d'autonomie et on n'a pas réussi à jouer non plus là-dessus. Par ailleurs, pour les groupes qui ont participé à l'intervention, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu une bonification du soutien social et de la reconnaissance, et donc, au total, une amélioration, le fait que ce soit marqué en vert, une amélioration au niveau des rapports sociaux. Donc, un intérêt marqué pour élaborer un outil, comme le milieu nous l'a demandé, élaborer un outil avec nos partenaires de l'IRSST. Maintenant, c'est important de dire que pour l'élaboration de l'outil, j'ai eu la magnifique collaboration avec Charles Gagné, de Nadine Bolduc, qui travaille comme professionnelle de recherche chez nous à l'équipe Riposte, et de Linda Savoie, qui travaille au niveau de l'IRSST. Alors, c'était un travail d'équipe où on a travaillé notamment avec les milieux qu'on a consultés pour mettre en place l'outil en question. Donc, il y a eu un grand processus de consultation auprès de différents milieux. Et ce que les milieux nous ont dit, c'est qu'il y avait besoin d'un outil qui rappelait les notions de base, qui parlait aussi de l'impact de la violence sur les personnes, qui présentait un argumentaire. Tout le monde, de façon unanime, nous disait on a besoin des arguments. On a besoin des arguments pour nous dire, pour pouvoir être capable de convaincre nos milieux que c'est important d'agir, qu'effectivement il y a des effets négatifs, donc l'importance d'agir sur la prévention de la violence au travail ou du harcèlement. On a besoin d'une démarche simple qui peut être de type clé en main, convivial, donc on peut s'approprier dans les milieux et qui assure une prise en charge par les milieux et qui propose un suivi.
Donc, on a besoin d'exemples concrets, d'une démarche qui nous montre comment faire pour avoir une certaine autonomie. Donc, j'arrive à l'outil, la raison pour laquelle on est ici, au-delà de la mise en contexte, vous allez comprendre maintenant. L'outil est disponible sur le web à tous. Alors, vous pouvez aller à l'adresse, aller sur le site de l'IRSST, vous allez trouver rapidement, vous tapez dans Google « Prévention, violence, IRSST », vous allez arriver rapidement à l'outil. Donc, vous pouvez aller consulter en ligne directement sur Internet, donc l'utiliser. Il a été conçu pour que vous puissiez le faire. Ce qu'on peut voir dans l'outil, c'est qu'il a été conçu pour s'adresser à un ensemble de publics. Ça vise donc un large public, que ce soit les conseillers en ressources humaines, les délégués syndicaux, les employés dans certains cas, les gestionnaires, les propriétaires de PME, les directions, peu importe, les gens qui sont préoccupés par la santé et la sécurité au travail, par les dossiers, qui sont impliqués dans des comités, tout le monde peut aller chercher ici de l'information et c'est comme ça qu'il a été conçu. Pour les petites entreprises, pour les grandes entreprises, pour les milieux syndiqués ou non syndiqués, tout le monde devrait être capable d'y avoir accès et d'être capable de l'utiliser. C'est, je vous l'ai dit, puis ça vous parle un peu de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, une démarche qui permet une approche participative, même pas qui permet, qui exige une approche participative. Une approche, non pas nécessairement avec le syndicat, mais avec les employés, avec des représentants des employés. Il faut vraiment, quand on parle de prévention de la violence, pour éviter que ça ne se reproduise, il faut que l'ensemble de la démarche repose sur la participation des employés, sur le partenariat. Il faut que les gens se retrouvent autour de cette préoccupation commune pour concrétiser les modalités. Donc, il faut que les gens le fassent ensemble. Il ne faut pas que ça arrive comme quelque chose qui est imposé d'ailleurs, mais c'est bien important donc que la démarche soit participative et c'est un des éléments clés de la prévention réussie, d'une prévention qui ne restera pas, ou d'une démarche qui ne restera pas sur une tablette, mais vraiment d'asseoir les gens ensemble sous forme de comité, sous forme d'équipe de travail, où chacun a des rôles équivalents, où qu'on trouve une belle harmonie pour être capable d'avancer ensemble. Alors, c'est bien important d'aller chercher cet engagement-là pour faire participer les personnes à la démarche. C'est une démarche en prévention primaire. Alors, je vous ai dit, la plupart du temps, quand on intervient en matière de harcèlement psychologique ou de violence au travail, malheureusement, on agit sur les bourreaux, sur les victimes. On agit quand la situation a déjà éclaté, quand il y a déjà des conséquences, des atteintes sur la santé. Nous, on ne se situe pas là. On se situe comme l'arbre un petit peu le démontre à la racine. Ici, on veut travailler sur l'organisation du travail pour qu'elle soit plus efficace, pour travailler sur les facteurs de risque à l'origine des problèmes, parce qu'on sait très bien que quand il y a harcèlement psychologique ou violence, la plupart du temps, quand on déconstruit le phénomène et on va plus loin, c'est ce que la recherche nous a permis de faire, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de facteurs, par exemple dans l'organisation du travail, qui vont nous permettre de comprendre pourquoi des crises ont éclaté. Alors, c'est très important de faire de la prévention primaire et l'outil a cet élément-là à la base. Ensuite, si on arrive à la page principale de l'outil, vous allez voir qu'il y a deux portes d'entrée principales. Il y a le « Ça nous concerne tous » et dans la zone qui est rouge ici, et là, vous pouvez agir. Dans le « Ça nous concerne tous », ce qui est important de voir, c'est que je vous ai dit que les milieux nous ont demandé des arguments. Ils nous ont demandé de remettre des définitions, de remettre les liens avec la loi. Donc, tous les éléments de compréhension, tous les arguments sont dans cette zone-là. Si vous allez fouiller ici, vous allez être capable de trouver les éléments vraiment de base, de compréhension et tout. Donc, c'est la première partie de l'outil. Vous allez trouver, par exemple, un peu les statistiques que je vous ai montrées tantôt, mais évidemment en beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'éléments. Donc, les statistiques qui vont nous permettre de comprendre pourquoi c'est important d'agir. Donc, si un milieu veut prendre en charge la démarche, il peut aller chercher toute l'information ici. Pas besoin de fouiller, l'information est ici. Il y a des liens aussi vers d'autres endroits.
Il y a l'autre partie qui est une partie très importante, qui est la démarche. Donc, vous pouvez agir. Et c'est ici que la démarche commence comme telle. Alors, si on ouvre, là, vous pouvez agir. Malheureusement, je n'ai pas accès à l'Internet directement dans la présentation. Ce que je fais des fois, c'est qu'on est capable d'aller fouiller. Là, on ne peut pas le faire, mais je vous laisse la possibilité d'aller voir vous-même, évidemment, sur votre ordinateur, à la maison, sur le web. C'est accessible donc à tous. Il y a l'ensemble de la démarche. Et vous allez retrouver un petit peu les 5 étapes de la démarche que je vous ai présentées tout à l'heure, mais en fait, on en a ajouté une. Vous allez retrouver l'étape de l'engagement, l'identification des facteurs de risque, donc de faire le portrait, l'action, donc l'élaboration du plan d'action, l'implantation des mesures et l'évaluation des effets. Donc, ce qu'on a fait dans la démarche, dans la recherche avec les agents correctionnels, on a simplifié la procédure et on l'a expliqué pour que chaque milieu puisse l'utiliser. Mais ce qu'on a réalisé avant tout, c'est qu'il y a une étape 0 qu'on n'avait pas identifiée avant, qui était l'identification du problème, le fait de reconnaître le problème. Donc, avant de commencer, s'asseoir avec le milieu pour comprendre, pour bien comprendre qu'il y a un problème et de le valider avant même de commencer. C'est la clé du succès aussi. Donc, quand vous êtes sur le site, si vous allez sur chacune des démarches que vous ouvrez, vous cliquez, vous allez être capable d'ouvrir la démarche et de franchir chacune des étapes. Ici, en vous promenant sur cette figure-là, c'est important de dire que la démarche contient différents outils, tout est imprimable, utilisable, ça a été produit pour être capable de le faire de cette façon-là. Alors cet outil-là, ce document-là existe et vous pouvez par exemple l'imprimer pour le garder avec vous. Ce qu'on a pensé aussi de faire compte tenu de la consultation, c'est de mettre différentes astuces. À plusieurs endroits sur le site, vous allez avoir des astuces pour bien mettre en place une démarche de prévention. Alors, ce qui est important, qu'est-ce qu'on a remarqué dans la recherche? Qu'est-ce qu'on a appris du milieu pour vous faciliter le travail? Donc, partout sur le site, vous allez trouver ces petits bonhommes avec la petite ampoule qui vont vous donner des petits trucs qu'on a appris aussi sur le terrain. C'était des choses qui nous étaient demandées. Vous allez voir aussi à plusieurs endroits sur le site, à chacune des étapes notamment, mais ici aussi par exemple sur une page qui nous aide plus à comprendre ce que c'est la prévention primaire, vous allez trouver des vidéos. Alors des vidéos explicatives de chacune des étapes que vous pouvez regarder, qui vont vous permettre de faire un bilan de ce qu'on devrait trouver dans chacune de ces étapes-là et des grandes idées qui sont derrière la démarche de prévention. Alors, je vous invite à aller voir les vidéos qui accompagnent aussi l'ensemble de ce que vous allez pouvoir trouver sur le site. Si on continue maintenant, on a aussi pensé à faire des petits tests. C'est-à-dire qu'entre chacune des étapes, entre l'étape 0 et l'étape 1, entre l'étape 1 et l'étape 2, on a rédigé une série de petits tests, de questions, pour voir si vous étiez prêts, pour voir si les gens qui vont utiliser la démarche sont prêts à faire l'étape suivante. Bien sûr, la démarche comme telle, les gens peuvent l'utiliser à bon escient, la confronter avec ce qu'ils ont déjà pour bonifier les outils dont ils disposent déjà, dont les milieux disposent déjà. Mais si on prend la démarche en son entier, on est capable d'aller cliquer sur chacune de ces petits tests-là pour aller valider si on est prêt à franchir l'étape suivante. Alors, par exemple, si j'avais cliqué, si j'étais sur le web directement et j'avais cliqué sur cette page-là, j'aurais une série de petites questions qui m'aideraient à savoir si j'ai fait les étapes essentielles pour être capable de passer à l'étape suivante. Donc, c'est quelque chose de très convivial qui accompagne finalement la personne qui va consulter l'outil ou qui l'utilise pour être capable d'aller plus loin. À chacune des étapes aussi, on a recréé les outils, on les a simplifiés, on les a recréés pour voir, et ici vous voyez un petit bonhomme avec une petite feuille de papier dans les mains. En fait, ce qu'on a recréé, c'est chacun des outils pour que vous puissiez les utiliser et les reprendre et les adapter. Donc, c'est des outils adaptables que vous pouvez télécharger
dans lesquels vous pouvez mettre vos propres paramètres, vous pouvez les changer, mais à la base, au lieu de recréer, par exemple ici un plan d'action, on vous donne l'instrument de base et vous l'adaptez selon votre milieu. Alors, il y a un ensemble d'outils qui ont été préparés, comme ici par exemple, pour faire le processus d'identification de mesures. On a recréé l'outil, on vous le laisse, vous pouvez le retravailler, vous pouvez mettre les éléments que vous jugez importants dedans et l'adapter à votre milieu. Donc chaque étape du processus a été pensée pour pouvoir vous permettre, et il y a un lieu, une trousse à outils, où vous retrouvez l'ensemble. Il y a une page, vous allez voir, il y a une icône où vous retrouvez l'ensemble de ces outils-là pour chacune des étapes de la démarche. Vous pouvez aller chercher les outils, les télécharger et les modifier à votre guise. On a aussi, partout dans le site, vous allez pouvoir reconsulter l'historique de toute la démarche qu'on a fait. Parce que, bien sûr, comme je vous l'ai indiqué au départ, cet outil-là prend appui sur une démarche de prévention qui a été mise en place grâce à une vaste recherche auprès des agents correctionnels québécois. Et je dois dire qu'il y a eu aussi deux autres grandes recherches qui ont influencé, deux autres recherches d'intervention qui ont influencé également la mise en place de l'outil, la conception de l'outil. Donc ici plus particulièrement, si vous allez sur l'icône où on dit consulter l'historique de cette étape dans le projet ASC, c'est que vous pourrez aller voir qu'est-ce qui a été fait. Vous pourriez aller consulter qu'est-ce qui a été fait très concrètement, par exemple dans le projet avec les agents correctionnels pour chacune des étapes, pour aider un petit peu à mieux comprendre la démarche et à l'adapter à votre milieu. Alors ça donne des éléments de compréhension et d'information plus grands aussi. On vous accompagne également pour évaluer les effets. Et ça, c'est un élément souvent au travail qui est négligé. C'est-à-dire qu'on implante des processus, on met en place des choses, mais malheureusement, on n'évalue pas assez souvent les effets sur l'organisation. Alors nous, on vous a aussi, avec l'équipe, donné différentes façons d'évaluer l'impact des mesures qui sont mises en place, soit pendant l'implantation, soit après, soit avec des outils, soit avec des consultations. On vous donne ça peut être des modalités de, par exemple, de rencontres, d'entrevues, ça peut être un petit questionnaire, on vous donne le lien aussi vers d'autres outils qui ont été conçus ailleurs, mais qu'on utilise aussi par ailleurs dans certains cas pour vous aider à bien évaluer les effets. Et ce qui est important de voir, c'est que si vous voulez évaluer les effets, on vous rappelle aussi que c'est important de prendre une mesure en début de processus d'intervention. Donc d'aller par exemple utiliser le même outil avant et après pour évaluer si ce que vous auriez implanté par exemple auprès d'une équipe dans un milieu de travail plus global va avoir eu un impact. Donc on vous dit aussi où on vous donne les liens pour trouver les bons outils pour le faire. Alors essentiellement, donc vous voyez ici l'ensemble de la démarche avec en ligne. Vous avez toujours en haut dans la grille l'ensemble du processus où vous pouvez vous promener à droite et à gauche, passer d'une étape à l'autre, revenir en arrière, aller voir les outils, aller chercher la démarche au complet. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez tout télécharger aussi, imprimer, ajuster selon vos besoins. Il y a aussi, comme je vous ai dit, le projet ASC à l'origine. On vous ramène vers si vous êtes plus intéressé par la dimension de connaissances, de développement de connaissances, on vous ramène vers les connaissances qui ont été développées, vers des rapports de recherche. Ici, il y a une communication qui a été donnée à l'IRSST que vous pouvez aussi aller regarder, qui va vous donner un petit peu plus de contenu en termes de ce qui a précédé aussi, mais ce qui a amené au développement d'une démarche de prévention préparée pour les milieux, par les milieux, parce qu'ils ont été consultés. Et il faut voir aussi que l'outil est en ligne, c'est un outil vivant qui peut être adapté, ajusté selon les besoins. On est toujours en processus de réajustement, réévaluation. On va chercher bien sûr les commentaires de chacun et chacune. L'outil va être d'ici quelques mois traduit en anglais
complètement. Donc, il va pouvoir être utilisé aussi en langue anglaise. Donc, il y a toujours des modalités. Il va bouger, il va progresser aussi avec l'avancement des connaissances. C'est sûr qu'il va changer aussi, il va être amené à prendre d'autres couleurs, par exemple. Je vous ai mis aussi le lien vers 2 articles qui ont été publiés récemment sur l'outil, qui peuvent un peu vous donner une idée de comment il est utilisé, à quoi il sert. Alors, c'est 2 liens que vous pourrez avoir dans la présentation à laquelle vous aurez accès. Vous pourrez aller cliquer sur le lien puis aller chercher ces articles-là, et il y aura d'autres éléments qui suivront. Nous, notre intérêt, c'est aussi vraiment d'avoir des contacts avec les milieux, de savoir qu'est-ce qu'ils retirent de l'outil, qu'est-ce qui pourrait être amélioré et tout. Alors, on est très ouvert aussi, si jamais vous êtes intéressé, à nous envoyer vos commentaires sur l'utilisation de l'outil. Bien sûr, nous sommes très, très ouverts à le faire. Alors, je vous remercie. Je suis ouverte, bien sûr, aux questions. Désolée pour le petit contretemps technique de tout à l'heure. Alors, merci. Je suis prête pour recevoir les questions.